I'm honored to rise this evening. J'ai l'honneur de prendre la parole aujourd'hui pour répondre à l'interprétation du sénateur Wu qui attire notre attention sur l'héritage malencontreux et durable de la loi sur l'exclusion des Chinois promulguée le 1er juillet 1923, donc il y a 100 ans. Cette loi avait été conçue par le gouvernement de William Lyon Mackenzie King pour fermer complètement la porte à l'immigration chinoise. Seules 4 catégories de ressortissants chinois étaient autorisés à entrer au pays. Des diplomates et représentants des gouvernements, les enfants nés au Canada mais qui avaient quitté le pays à des fins éducatives, mais seulement s'ils étaient revenus dans un délai de moins de 2 ans, des étudiants qui fréquentaient l'université ou un établissement d'enseignement supérieur et, dans de rares cas, des marchands ayant reçu un statut spécial du ministre de l'immigration et de la colonisation. Et il était très difficile, donc, pour des immigrants chinois d'entrer au Canada. Et selon cette loi de 1923, la police était autorisée à détenir et arrêter sans mandat toute personne d'origine ou de descendance chinoise qui était soupçonnée d'être entrée illégalement dans le pays. Les personnes arrêtées étaient détenues jusqu'à ce qu'elles puissent fournir la preuve démontrant qu'elles étaient autorisées à se trouver au Canada. Selon certains calculs, moins de 50 personnes et selon certaines sources, moins de 15 ont pu émigrer de la Chine jusqu'au Canada entre 1923 et 1947. En 1924, par exemple, que 3 personnes n'ont été admises. En 1925, une seule personne. Dans son discours le mois dernier, le sénateur Wu a suggéré que si cette loi n'a pas reçu suffisamment d'attention, c'est parce que la plupart des victimes étaient des immigrants hypothétiques, c'est-à-dire des personnes qui auraient pu venir ici si on les avait autorisées à le faire. Mais moi, je crois que les premières et véritables victimes de la loi d'exclusion de 1930 ont été les femmes et les enfants restés en Chine qui n'ont pas reçu l'autorisation nécessaire pour venir ici, pour rejoindre leur mari et leur père. Et on estime que 80% des hommes sino-canadiens avaient des épouses et des membres de leur famille demeurés en Chine. Donc, de nombreuses familles étaient séparées. Et il était courant pour les Chinois de venir s'établir dans des endroits comme l'Alberta et la Colombie-Britannique en laissant leurs femmes et leurs familles derrière eux dans l'espoir de les faire venir au Canada plus tard. Et cette porte a été fermée en 1931. Le rapport entre le nombre d'hommes et de femmes d'origine chinoise à Toronto est de 15 pour 1. À Calgary, on comptait 12 hommes chinois pour 1 femme. À Vancouver, ce rapport était de 11 pour 1. Il y a eu des conséquences pour les épouses restées en Chine, comme par exemple la stigmatisation sociale et l'isolement culturel. Et il y avait des célibataires solitaires qui se trouvaient au Canada et qui se tournaient souvent vers des maisons de jeu, notamment. Et donc, on disait que cela conduisait à une indulgence indisciplinée pour les mauvaises habitudes et les divertissements. Et donc, le résultat était d'alimenter des croyances racistes selon lesquelles les Chinois étaient culturellement immoraux. Mais en fait, ces mauvaises habitudes, comme on les appelait, étaient les résultats des circonstances. En 1931, environ 11 000 personnes d'origine chinoise vivaient à Vancouver. En 1941, ce nombre avait chuté à environ 5 000 personnes. Et ce qui était préoccupant, c'est que les gens qui devaient rentrer en Chine pendant cette période entraient dans une zone de guerre car le pays était soumis à l'occupation japonaise. Entre 1921 et 1951, la population chinoise au Canada a diminué de 25 %. Et en fait, c'était le résultat de la loi d'exclusion qui avait été adoptée par le gouvernement raciste de Mackenzie King et qui avait pour but de repousser les immigrants chinois qui se trouvaient déjà au Canada. Et donc, le Canada a payé le prix de sa xénophobie en perdant le talent et le dynamisme de ceux à qui l'on a refusé
l'entrée. Il y a de nombreux Canadiens d'origine chinoise qui ont atteint l'âge adulte à l'époque même où cette loi d'exclusion était en vigueur. Il y a par exemple la docteure Victoria Chung qui est née en 1897 à Victoria. Elle a été la première personne d'origine sino-canadienne à devenir médecin. Et il y a eu une société, Missionary Society, qui l'a parrainée pour qu'elle se rende en Chine afin d'y travailler dans un hôpital. Mais lorsqu'elle a tenté de revenir au Canada, on lui a dit qu'elle avait passé trop de temps en Chine et qu'elle ne pouvait pas revenir vivre dans son pays natal. Elle aurait pu fuir la Chine lorsque les Japonais ont envahi le pays, mais elle est demeurée en Chine comme médecin et missionnaire. Il y a aussi Peter King qui est né à Kamloops en 1914. Il était un homme d'affaires prospère. Il a été maire de Kamloops pendant 3 mandats. Il a été le premier sino-canadien à occuper un poste de maire au Canada et en fait la première personne d'origine chinoise à être élue maire dans toute l'Amérique du Nord. Il y a également George Holem qui est né à Calgary en 1918 et sa mère, Mary, est la première Canadienne d'origine chinoise à avoir vécu dans cette ville. Il était nettoyeur à sec, restaurateur et éleveur de chevaux couronnés de succès qui ont remporté 2 courses de l'Alberta Derby. Il a été le premier sino-canadien élu à l'Assemblée législative de l'Alberta. Greta Wong est née à London, en Ontario, en 1921 et en 1946, l'année précédant la fin de la loi d'exclusion, elle a été admise au barreau de Toronto. Elle a été la première avocate sino-canadienne du Canada. Elle a été la première femme à diriger l'association locale du barreau. Ses 2 sœurs aînées étaient médecins, diplômées de la faculté de médecine de l'Université de Western Ontario, et sa sœur cadette avait obtenu un doctorat en biochimie. Douglas Young est né à Victoria en 1924. Il s'est porté volontaire à l'âge de 20 ans pour servir dans l'armée canadienne. Il a fait partie de l'opération Oblivion et c'était une mission visant à envoyer des agents secrets dans la Chine occupée par le Japon. En 1957, 10 ans après la fin de la loi d'exclusion, il a été élu premier député sino-canadien du Canada. Norman Kwong est né à Calgary en 1929. À l'âge de 18 ans, il a entamé une carrière extraordinaire comme joueur de football. Il a joué pour les Calgary Stampeders notamment et il a remporté une Coupe Grey. Ensuite, il a joué pour Edmonton. Il a remporté 3 autres Coupes Grey. En 1955, il a été nommé athlète masculin de l'année au Canada. Il est ensuite allé en affaires et il est devenu copropriétaire des Calgary Flames, ce qui fait de lui la première personne et peut-être la seule à avoir remporté la Coupe Stanley et la Coupe Grey. Après des années de service public dévoué, il a été nommé lieutenant-gouverneur de l'Alberta. Je pourrais continuer à raconter ces histoires, mais je pense qu'elles illustrent très bien mes propos. Pensez aux obstacles extraordinaires qu'ils ont dû surmonter. Imaginez maintenant ce que nous avons perdu en tant que Canadiens à cause de notre racisme et notre sabotage, tout le talent et l'énergie que nous avons refusé ou jeté aux oubliettes. Nous devons faire attention à ne pas répéter les erreurs du passé et à ne pas laisser les préjugés et la paranoïa obscurcir notre jugement ou nous amener à remettre en question le patriotisme et la loyauté des Canadiens sur la base de leur origine ethnique. Soyons clairs,
Les allégations sérieuses et fondées d'ingérence du gouvernement chinois dans la politique provinciale ou fédérale du Canada doivent faire l'objet d'une enquête appropriée, approfondie et rapide. Si elles sont avérées, nous devons prendre des mesures fermes et préserver l'intégrité de nos élections. Mais soyons extrêmement prudents, ne faisons pas de suppositions paresseuses et dangereuses sur la loyauté des dizaines de milliers de Canadiens d'origine chinoise. Les Canadiens d'origine asiatique ont déjà souffert d'un racisme odieux provoqué par l'apparition de la pandémie de COVID-19. Bien que ces attaques racistes s'atténuent, il serait tragique que les Canadiens d'origine chinoise, y compris les politiciens, soient diffamés à la suite d'allégations anonymes. Nous ne pouvons et ne devons pas permettre à un gouvernement étranger ou à des acteurs étrangers d'influencer nos élections, que cette influence vienne de la Russie, de la Chine, des États-Unis, de l'Inde ou d'ailleurs. Nous devons prendre au sérieux les rapports crédibles faisant état d'une telle ingérence étrangère. Mais nous ne devons pas sacrifier nos valeurs démocratiques fondamentales. Je crois qu'une partie de la rhétorique de plus en plus enflammée autour de la question, même lorsqu'elle est bien intentionnée, est déjà pour résultat non seulement de diffamer certains Canadiens d'origine chinoise dans la vie publique, mais aussi d'alimenter une suspicion corrosive à l'égard des Canadiens d'origine chinoise. Il n'y a rien que nos divers adversaires et agents provocateurs aimeraient plus que de semer la suspicion et la discorde parmi les Canadiens, alors que nous devons être unis. Ne leur facilitons pas la tâche. À l'approche du 100e anniversaire d'un chapitre sombre et destructeur de notre histoire, veillons à tirer des leçons du passé et veillons à ne pas oublier l'extraordinaire héritage des Sino-Canadiens historiques qui ont enrichi notre pays, ainsi que les réalisations et le leadership des Sino-Canadiens d'aujourd'hui qui ont tant donné à ce pays que nous chérissons tous. Merci. Sénatrice Clément. Oh, Senator Pate, you have a question? Sénatrice Pate, avez-vous une question? Sénatrice Simon, accepteriez-vous une question? Bien sûr. Alors, je dois vous demander si vous connaissiez le lien direct de Greta Wong avec cette Chambre. Non, pas du tout. Pourriez-vous nous en parler? Je suis ravie d'ajouter que Greta Wong, en plus d'avoir créé l'une des premières cliniques juridiques sino-canadiennes au pays, parce qu'elle n'avait pas d'autre opportunité, elle était aussi la grand-mère d'Emily Grant, la directrice de mes affaires parlementaires, et l'arrière-grand-mère de sa fille, Isabelle Grant. Senator Simons. Nonetheless.